Et des souris et des hommes, c'est comme chaque semaine avec Jean Pouli. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Avec vous, aujourd'hui, une question, une fois n'est pas coutume. Le numérique va-t-il faire disparaître l'écrit ? Oui, une question que beaucoup de monde se pose. À l'heure des tablettes tactiles, on a même appris la semaine dernière que 45 États des États-Unis n'allaient plus rendre obligatoire l'apprentissage de l'écriture. Et à la place, ils allaient apprendre Word, vous voyez. Donc c'est à l'ordre du jour. Non, en fait, effectivement, cette question est tout à fait pertinente actuellement parce que si on regarde un peu de plus près, on se rend compte que le numérique fait peser en fait sur le livre une mutation sans doute beaucoup plus importante que celle, j'allais dire, du rouleau au codex au XVe siècle, quand on est passé d'un support à un autre. Et on voit que tout changement de support dans les moyens d'expression est générateur de changements importants. C'est la notion même d'écriture, en fait, et de lecture qui est interrogée dans ce bouleversement. Par exemple, l'hypertexte, qui est le mode de navigation, le mode de lecture sur le web, va-t-il consacrer, en fait, une lecture par fragments, par opposition à une appréhension beaucoup plus globale et linéaire, plus chronologique des textes que nous connaissons depuis très longtemps avec le livre. Voilà, et le livre lui-même, en fait, qui est une œuvre originale, singulière, va-t-il disparaître ? Et avec lui, toute l'économie qui s'était mise en place avec la notion d'auteur et de droit d'auteur. Pour débuter, on peut commencer par planter le décor. En quoi le numérique constitue-t-il un changement disruptif par rapport au livre ? Pour résumer ce changement, on peut simplement dire, comme l'énonce très bien un professeur du Collège de France qui s'appelle Roger Chartier, qu'on va passer en fait de la totalité au fragment, la totalité étant justement une œuvre et le fragment étant une partie de ces œuvres. Roger Chartier nous dit: le monde numérique est un monde de fragments décontextualisés, juxtaposés et indéfiniment recomposables, sans que soit nécessaire ou désiré la compréhension de la relation qui les inscrit dans l'œuvre dont ils ont été extraits. Donc le support, en fait, a toujours permis une certaine cohérence. D'ailleurs, le mot livre vient du grec biblos, qui a donné le mot Bible, et qui est en fait une espèce de compilation plus ou moins cohérente de milliers de textes qui ne l'étaient pas forcément entre les psaumes ou l'évangile, qui ont été écrits sur plusieurs millénaires. Et quand dans l'Égypte ancienne, en fait, on lisait un rouleau, alors on se tenait debout, on déclamait ce qui était écrit sur le rouleau, mais il y avait une cohérence, on pouvait pas faire autre chose. Avec le livre, on a commencé à pouvoir prendre des notes en lisant et à séparer des parties du livre. Alors on a inventé les articles, les journaux, les revues, mais on est quand même tout le temps resté dans une certaine cohérence qui a permis notamment le développement de la littérature. Mais aujourd'hui, le numérique, avec, si je puis m'exprimer ainsi, sa binarité, le fait qu'il soit fait de 1 et de 0, porte une révolution en fait totalement différente. Et ça se concrétise, notamment à travers des notions, des attributs qui sont donnés au numérique, qui sont l'hypertexte, j'en ai parlé, mais le multimédia, le multisupport et la recherche d'informations. Et quelles sont les conséquences de ces nouveaux attributs spécifiques des outils numériques ? Par exemple, l'hypertexte qui permet en quelque sorte de naviguer en profondeur dans un texte. Un peu comme si on lisait en réalité en plusieurs dimensions. D'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Michel Butor qui avait essayé déjà d'explorer ce mode d'écriture dans ses romans non linéaires. Mais dans le monde de l'Internet, en fait, ce mode de lecture est généralisé. Et sans doute, il modifie notre propre intelligence de la lecture. Et puis, il y a évidemment le multimédia qui invente, peut-être, en tout cas on le constate, une nouvelle forme d'écriture, un petit peu comme le cinéma a pu créer le 7e art, parce qu'on mêle de l'écrit, du son, de l'image, dans des web documentaires qui sont en train de se populariser, qui sont des nouvelles formes d'expression et qui sont interactifs. Et puis on tweet, alors 100 caractères, c'est très court, c'est de l'expression un petit peu impulsive, mais on lit des articles, une photo, une vidéo, on raconte un événement, et il y a des plateformes comme Storyfy ou WebDoc qui permettent d'agréger tous ces contenus et de raconter des histoires. Bien sûr, multi-support, effectivement. On a des tablettes, on a des ordinateurs, et notre façon d'absorber l'information. Téléphones. Voilà. Est totalement différente parce qu'aujourd'hui on lit assis, debout, couché, potentiellement tout le temps, et nous avons une façon aussi simultanée de lire et d'absorber de l'information. Donc ça aussi, c'est des choses qui modifient profondément cette approche. Et enfin, on en parle peut-être un peu moins, en tout cas on voit pas l'impact, mais les moteurs de recherche constituent également une véritable rupture, car en quelque sorte ils dissocient les informations des œuvres.
Les algorithmes de Google qui scrutent les réseaux et recherchent des informations qui se trouvent dans les articles, les livres ou tout autre support, même les tweets dans les réseaux sociaux, tout ça c'est des données qui sont recherchées, qui sont assemblées par des algorithmes qui cherchent des sens, on en avait parlé dans le web sémantique. Cette curation de données, ce data mining, comme le disent les anglo-saxons, dissocie totalement l'information de son support. Et là, on voit bien qu'on va rechercher une sorte d'intelligence artificielle, mais qui n'est pas créée au départ par l'auteur de ces informations, puisqu'elles sont découpées en petits morceaux, parfois rassemblées. Je ne parlerai pas du copier-coller, mais le copier-coller est aussi une manière d'aller prendre très vite des morceaux d'informations et de recomposer. Donc on est dans le remix. Voilà, c'est ça, vous voyez bien à travers ces 4 attributs que le mode d'appréhension de la lecture et de l'écriture change profondément. Alors, quels enjeux pour l'écrit demain ? Eh bien, des enjeux majeurs, évidemment, on l'imagine. D'abord, la transformation de l'écriture, bien sûr, mais également sa diffusion, son indexation et son archivage. La transformation de l'écriture, un terme sans doute qui disparaîtra au cours de ce siècle, je ne suis pas devin, mais on peut imaginer que ça évolue assez vite, tout comme les livres. C'est sans doute la question la plus difficile parce que on peut imaginer qu'un support se substitue à l'autre, mais que l'ancien ne disparaisse pas. Certains disques sont restés, même si c'est pour les remixes, etc., les DJ. Mais c'est difficile à prévoir. On peut en tout cas imaginer qu'ils vont en tout cas presque plus être utilisés. Nul ne sait en fait ce qui est en train de naître. L'autre jour, j'avais un ami qui me montrait le nombre de textos envoyés ses filles par mois. La meilleure était à 1800 par mois. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une nouvelle forme d'écriture, en tout cas d'expression ? Parce que finalement les tweets sont une nouvelle forme d'expression, très instantanée, intuitive, réactive, impulsive, soit, mais c'est une nouvelle forme d'expression. Et cela pose des questions beaucoup plus métaphysiques, parce que l'expression et donc le langage, et donc l'écriture sont reliés à la définition même de l'homme. Si on reprend par exemple des philosophies ou des religions, on voit dans le christianisme, le Messie lui-même, dans l'évangile, est désigné comme la parole qui se fait chair. Cette parole est comprise par les croyants comme une parole vivante qui se réalise. Vous voyez, donc c'est une vaste question. On touche à quelque chose qui est profondément une définition de l'être humain. Et puis l'autre défi qui intéresse clairement Google, c'est la numérisation, l'archivage de l'information, qui est, on l'a vu avec toute l'histoire des données, le nouvel or noir, la matière première de la société de l'information. Alors Google, qui nous met en avant des progrès incontestables, comme démocratiser l'information, rendre accessibles les livres indisponibles, assurer une conservation pour toujours des heures, c'est vrai, et tout ça de manière gratuite. C'est du gratuit payant, on le sait bien, on en a parlé. Mais c'est vrai que c'est un progrès. En même temps, ça reste une entreprise commerciale et qui a une logique de monopole de données à travers des outils comme Google Book ou Google Édition. Et c'est une question quand même importante. Et d'ailleurs, ici à Lyon, on le sait bien, puisqu'on a une bibliothèque qui est très en avance dans le numérique et qui a signé d'ailleurs un des premiers accords avec Google en Europe pour numériser près de 500 000 livres anciens, dont une partie importante d'ouvrages chinois. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a sans doute derrière des enjeux stratégiques, j'allais dire, de la Chine par rapport à ces ouvrages, et qu'on est, j'allais dire, dans une nouvelle époque où la puissance publique qui avant avait démocratisé la lecture avec la lecture publique, les bibliothèques gratuites, etc. Et aujourd'hui, finalement, les nouvelles bibliothèques, c'est des monopoles immenses privés américains. Voilà, peut-être un signe des temps. Affaire à suivre. Merci beaucoup Jean Pouly et à très bientôt.